Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Heureux Anonymes. Souvenez-vous, dans l'épisode 0, je vous parlais de ceux qui plaquaient tout, travail, famille, amis, pour aller à l'autre bout du monde, sans trop savoir pourquoi ni comment. Dans cet épisode des Heureux Anonymes, je vous propose d'écouter l'histoire d'un couple fraîchement marié, Margot consultante et William ingénieur, qui ont mis leur rythme de vie effréné entre parenthèses pour se poser les bonnes questions sur eux. Ils ont mis 1 an et demi à préparer leur volontariat à l'étranger et sont actuellement à mi-parcours, intégrés à la culture locale, payés dans la monnaie du pays, apprenant la langue, les us et les coutumes. Dans cet épisode, vous allez découvrir les raisons de leur départ, le bouleversement que cela a créé pour eux et surtout pour leurs proches qui restaient en France, ainsi que les bienfaits de cette prise de recul pour leur individualité et pour leur couple. Au bout de 7 mois de voyage, ils ont déjà identifié quelques thématiques fondamentales pour eux qu'ils vont prioriser à leur retour en France. Avant que vous ne découvriez la destination de leur aventure, un petit message à tous ceux qui apprécieront ces épisodes des Heureux Anonymes. N'hésitez pas à laisser un commentaire écrit et une note 5 étoiles, d'en parler autour de vous. Si vous vous abonnez à la chaîne Instagram Les Heureux Anonymes tout attaché, vous serez averti lorsque le prochain épisode sortira. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à William et Margot. Bonjour Margot, bonjour William. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous avoir sur mon podcast aujourd'hui. C'est la première fois que j'accueille non pas une personne, mais 2 personnes. C'est un couple, Margot et William. Je suis donc contente de vous poser la première question, qui est en fait tout simplement, présentez-vous, qui êtes-vous, pourquoi êtes-vous ici? Parce qu'on est dans un endroit particulier. Alors moi je me présente, je m'appelle Margot, j'ai un petit peu moins de 30 ans, je suis française, j'ai fait des études plutôt classiques, à savoir une classe préparatoire, une école de commerce et enchaîné avec un début de vie professionnelle dans le conseil en région parisienne. Et aujourd'hui je suis à Alger, donc la capitale de l'Algérie, pour une année de volontariat. C'est une année de coopération, de solidarité internationale. Et toi, William? Je suis ingénieur travaux de formation, donc le même système d'études avec les écoles d'ingénieurs et un parcours professionnel de 3 ans avant d'arriver à Alger avec Margot. Et pendant cette année donc, de coopération et de solidarité internationale, Margot et moi travaillons dans des associations. Et nous avons 2 associations différentes et je suis dans un institut de formation pour donner de mon temps, de mon expérience et de mes compétences avec cet institut. Donc je forme des jeunes, je fais des plans de rénovation, les plans du bâtiment, un programme, bref, tout ce que mes compétences et ma carrière professionnelle m'a appris en France, je le mets au service de cet institut de formation en Algérie. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre confort parisien pour venir en Algérie? Alors William et moi nous connaissons depuis presque 4 ans, nous sommes mariés l'année dernière et nous avons décidé que cet événement serait un tournant dans notre vie, à la fois un tournant personnel mais aussi un tournant professionnel. Nous vivions un rythme assez intense en région parisienne, trop intense pour un début de mariage, et nous avons décidé de faire un break de la vie française pour partir à l'étranger, faire un voyage de noces un petit peu particulier, donc un voyage de noces qui dure 1 an et qui allie à la fois notre désir de vie à 2 dans un endroit complètement étranger à ce qu'on connaît, mais aussi un désir de changement de vie professionnelle, le temps d'1 année pour se mettre au service des autres et travailler à des projets qui nous tiennent à cœur en mettant nos compétences professionnelles acquises en France donc, au service d'associations locales, donc d'associations algériennes. En effet, ce voyage de noces humanitaire a plusieurs objectifs. Donc, tout d'abord, partir à l'étranger, découvrir un nouveau pays, une population, une nouvelle culture, en étant intégré dans cette population. Donc nous sommes au
même niveau de vie que les Algériens. Donc on est vraiment intégré dans la population. L'autre objectif, c'est donc donner nos compétences. Encore un autre objectif sera aussi que cela dure 1 an, c'est notre voyage de noces. On est dans un pays qui quand même est relativement au soleil, donc ça nous permet aussi de profiter personnellement tous les deux, ce qui est très important. Et en même temps que l'on profite, le rythme est quand même moins soutenu qu'en France, ce qui nous permet de profiter l'un de l'autre pour cette première année de mariage. Alors comment ça se passe du coup au quotidien ? Votre quotidien, ça fait combien de temps que vous êtes arrivés ? Et comment est-ce que vous vivez votre vie ensemble du coup ? Comment est-ce que ça se traduit ? Alors sur les 12 mois de notre coopération, nous allons commencer le 7e mois, donc on a fait la première moitié. Au quotidien, on vit un choc culturel tous les jours, puisque l'Algérie n'est pas très loin de la France géographiquement, mais culturellement, il y a de grosses différences. Donc notre quotidien est surtout fait d'adaptation, à la fois adaptation à la vie locale, dans la vie de tous les jours, faire ses courses, parler arabe, être au rythme des 5 prières quotidiennes par exemple, mais aussi une adaptation au niveau professionnel. Donc nous sommes dans des associations locales qui font travailler des locaux, donc des Algériens. Donc il faut réapprendre à travailler à la mode d'ici, c'est-à-dire tant en termes d'horaire que de réalisation des objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs comme on pourrait avoir dans des cabinets de conseil qui seraient des objectifs financiers ou des objectifs chiffrés. Les objectifs sont parfois autres. Et puis, il faut se réadapter aussi à une façon de travailler qui n'est pas d'entreprise, mais une façon de travailler qui est associative, donc qui ne remplit pas forcément les mêmes objectifs, comme je l'ai dit, mais aussi qui a peut-être moins aussi d'exigences sur certains aspects, tels que les aspects financiers, mais plus sur le relationnel. Donc voilà, donc on vit un choc culturel permanent qui nous fait remettre en question beaucoup de choses, qui nous enrichit. On sait aussi ce qu'on n'aime pas dans notre façon de travailler, ce qu'on aimait en France et qu'on ne retrouve pas ici, et à l'inverse, ce qu'on n'aimait pas en France mais qu'on a ici. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et globalement, la balance s'équilibre ? Globalement, la balance s'équilibre, tout à fait. Même s'il y a en effet des choses qui sont assez dures à vivre dans la vie de tous les jours parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc le choc culturel peut être, le terme peut être un peu dur, mais c'est pas forcément que des chocs frontaux qui peuvent être durs. Hein. C'est aussi ce sont des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Mais la balance s'équilibre en effet, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on regrette un peu de la France. Il y a, comme l'a dit Margot, il y a des bonnes et des mauvaises choses dans les deux cas. Mais ce qui est important pour nous, et il faut le dire, c'est que comme le rythme est moins intense, les choses s'équilibrent parce qu'on a quand même plus de temps l'un pour l'autre et plus de temps pour un investissement personnel. Tout simplement, on fait ce que beaucoup de personnes aimeraient faire en France, mais ont du mal, surtout lorsqu'on est dans un rythme professionnel tout court. C'est lire des livres, regarder des films, des documentaires. C'est vraiment tout ce qui est au niveau culture qu'on arrive beaucoup plus ici à s'approprier de façon personnelle parce qu'on a le temps de le faire et on peut le faire. Donc ça, c'est vraiment un changement, c'est vraiment un grand changement, un point positif. Après, tout ce qui est vraiment aussi la température, d'un point de vue plus personnel, moi je suis plus, on va dire, l'hiver que l'été, mais Margot apprécie la température, le soleil non-stop en continu depuis 6 mois. Donc c'est un grand point positif pour elle. Et aussi les rencontres qu'on a la chance de faire, parce que comme nous sommes intégrés dans la vie locale, dans les associations locales, nous rencontrons énormément de personnes différentes. Et toutes ces rencontres sont enrichissantes, que ce soit des locaux ou des étrangers travaillant en Algérie depuis longtemps, où on rencontre aussi des expatriés qui sont de passage, à l'échelle d'années, mais de passage. On rencontre énormément de personnes et c'est très intéressant de connaître leur histoire, leur point de vue, comment est-ce qu'ils travaillent ici, pourquoi est-ce qu'ils sont ici, quels sont leurs objectifs, leur mode de vie, bref, tout leur univers aussi. Et en même temps, cela permet aussi de partager notre univers, pourquoi est-ce que nous sommes ici, quel est notre objectif, qu'est-ce que l'on souhaite faire, quels sont
un peu les sacrifices que l'on fait, que l'on a fait, et comment est-ce que l'on vit tous les jours, et pourquoi est-ce qu'on est content d'être là toujours au bout de 6 mois. Ça nous fait réfléchir aussi à notre futur, puisqu'il nous reste 5 mois sur place. Dans 5 mois, ça va être le retour à Paris, dans notre chez nous, et il va falloir aussi se réinventer, savoir ce qu'on veut faire. William a pris une année de congé sabbatique, donc va reprendre son poste l'année prochaine. Pour ma part, j'ai démissionné de mon poste de consultante, car j'estimais que voilà, c'était pas exactement ce que je voulais faire et que le rythme qui était imposé était trop lourd pour mes objectifs de vie. Donc une année ici permet justement de repréciser ses choix, à la fois par la réflexion personnelle, mais voilà, exactement par les rencontres qu'on peut faire, que ce soit des Algériens, des expatriés. Ça permet justement de voir un peu l'univers des possibles et de se dire est-ce qu'il existe une activité qui me permettra d'allier mes compétences acquises dans mon poste précédent, donc 3 ans de consulting, avec une année de volontariat international dans un univers radicalement différent. Donc ça permet justement de prendre du temps, et justement le temps qu'on a cette année, il est, je pense, plus que mis à profit. Ok, donc c'est vraiment pour vous une super expérience, en tout cas jusqu'à maintenant, au bout de 7 mois, d'avoir quitté tout et tout plaqué. D'autant plus que, donc, si je comprends bien, Margot, toi tu étais moyennement satisfaite là où tu étais, et tu avais besoin de nettoyer la brume autour de ce travail que tu faisais à Paris. Toi, est-ce que tu étais content de ton travail si tu retournes exactement à ton métier, William ? Oui, je suis content de mon travail, mais le souci de mon travail, c'est son intensité, son rythme, où on peut être vite embarqué en fait un peu comme sur un vélo, sur une descente. On est embarqué et on peut avoir un peu du mal à s'arrêter. Et je pense que cette pause de 1 an m'a permis de faire une pause et de prendre du recul, de voir les bons et les mauvais côtés. Et donc, je sais ce que je vais retrouver. Et si vraiment dans le temps, je vois que j'ai dû... parce qu'il faut savoir qu'on vit un choc culturel là en étant en Algérie. Mais au bout d'1 an en Algérie, à d'autres rythmes et à notre vie personnelle et professionnelle qu'ici, lorsqu'on va rentrer, on va aussi subir un choc culturel. Parce qu'il va falloir se réadapter. Et donc, pour ma part, je vais retrouver le travail 2 semaines après le retour. Et donc, il va falloir que je me remette dans le bain très très vite. Et là, je vais voir si j'arrive à me réadapter et à retrouver du plaisir dans ce travail. Et sinon, j'ai d'autres pistes avec mon travail et ma formation, mais toujours plus ou moins dans le même secteur que j'apprécie. Et donc, je saurai aller voir d'autres facettes de ce métier, mais pour le moment, j'ai une bonne appréhension sur le retour, même si je sais que ça va être un peu sportif pour moi, on peut dire. Donc tu t'autorises, si jamais tu te rends compte que tu es en décalage avec ce que tu vivais exactement. Avant, tu t'autorises si je vois qu'au bout d'1 an, en fait, après 1 an ici, que lorsque je reprends et que, je sais pas, quelques mois après, je sens que ça ne colle plus, j'ai conscience qu'il faudrait que je change rapidement. Parce que, voilà, là, ici, vraiment, ça nous a pris de prendre du recul sur tout ce qui est vraiment professionnel. Je ne vais pas dire que personne n'est indispensable, mais entre guillemets, nos entreprises et tout ça, ou même où on est, vit sans nous pendant 1 an. Donc nous, on apporte notre part autre part pendant 1 an. Et puis avec toutes les rencontres qu'on fait, on voit que le monde bouge, tout le monde bouge. Les gens font des parcours différents, changent de carrière régulièrement, de métier régulièrement, donc il ne faut pas hésiter à le faire. D'accord. Ton employeur l'avait pas mal pris quand tu lui as demandé cette année mal pris, ils avaient besoin de moi, mais et donc c'est pour ça qu'ils comptaient bien me récupérer après, parce qu'il y a de l'occupation en ce moment. Super. Voilà. Par contre, c'est vrai que ça interpelle le projet qu'on a fait, qu'on est en train de faire. Ça fait quand même presque 1 an et demi qu'on en parlait avant même notre départ. D'accord. On a prévenu nos employeurs dans les temps réglementaires imposés par la loi française, mais globalement, c'est vrai que ça a interpellé à la fois
nos familles, nos amis et nos collègues, nos boss, qui justement ne connaissaient pas forcément ce concept-là et qui ont parfois suscité des questions, de l'incompréhension, de l'appréhension aussi pour nous-mêmes. Donc c'est vrai que ça nous a permis aussi de voir à quel point certaines personnes en fait, ne s'autorisaient pas justement à changer de vie, de travail, de pays, de ville, de rythme, de tout. Et du coup, c'est vrai que ça nous a fait réaliser à quel point on sautait un peu dans l'inconnu en venant ici, même si la France est à 2000 km, donc à vol d'oiseau, c'est rien du tout. Mais c'est vrai que les réactions des gens nous ont fait réaliser de l'ampleur en fait, de notre projet, qui était de vraiment tout plaquer pour une année. Et du coup, ça nous a fait aussi plaisir de voir qu'on était capable de le faire à deux. Il y a des gens qui le font tout seuls, donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, ça a créé aussi des questionnements chez les personnes à qui on en parlait, qui aussi ont pu s'interroger sur qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je veux faire exactement de ma vie, et pourquoi pas. Donc, ça nous est arrivé de donner les noms de l'organisme qui nous a fait partir ici, pour justement qu'ils puissent se renseigner. Et puis, à l'inverse, ça nous a fait aussi réaliser qu'il y avait plein de personnes de notre âge qui pouvaient le faire, mariées ou pas mariées d'ailleurs, et qui se disaient voilà, c'est maintenant ou jamais, pas forcément de vie de famille établie, installée, avec des enfants, etc. Et du coup, c'était le moment propice pour eux aussi de partir. On a rencontré plein de couples qui le faisaient, on a rencontré plein d'étudiants, et même on a rencontré des gens d'une toute autre classe d'âge qui étaient les jeunes retraités, qui justement à la fin de leur vie professionnelle, les enfants étant casés, la maison payée, etc., se sont dit non mais c'est maintenant ou jamais, j'ai encore la santé, j'ai encore la force, j'ai encore la motivation, et qui partaient dans des pays très 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 éloignés, à la fois géographiquement et culturellement. On pense à Haïti, à l'Afrique subsaharienne, à Madagascar, à l'Asie du Sud-Est, et qui partaient riches d'une année professionnelle, justement donner 1, 2 ans, 3 ans de leur vie pour des projets qui pouvaient les tenir à cœur. On a des histoires autour de nous incroyables. Donc ça interroge justement sur ces changements de vie qui peuvent venir à n'importe quel âge, qui dans tous les cas sont enrichissants, qui font toujours peur les proches qui restent eux sur place, mais qui interrogent toujours. Oui, en effet, parce que du coup, toutes les personnes qui restent sur place, comme tu dis, ça fait ressurgir éventuellement leur peur elles-mêmes de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est super intéressant. Peut-être qu'en fait, depuis tout le temps, il y a eu des personnes aussi qui partaient, enfin, comme tu le dis, des personnes à la retraite ou des jeunes, enfin, toute population. C'est juste que ça vous a peut-être ouvert les yeux sur ce type de personnes qui le faisaient, alors qu'avant vous ne le regardiez pas trop parce que vous étiez dans votre routine quotidienne du métro boulot dodo et pas forcément le temps de sortir la tête de l'eau. Tout à fait. Moi, j'ai eu en effet ce système, on va dire, de départ, de mission, donc, qui n'est pas de l'humanitaire. Donc on n'est pas dans l'urgence. On est vraiment, ce qu'on a déjà dit, dans l'intégration de vie locale, et ce sont des associations locales qui font une demande. Donc on est complètement dans une continuité. Les deux associations dans lesquelles on travaille existent depuis 15 ou 20 ans, donc c'est vraiment intégré. Et j'ai des amis qui étaient déjà partis pour des durées diverses en Asie du Sud-Est ou en Afrique subsaharienne, donc qui étaient partis seuls, mais pour des périodes en effet soit de 6 mois ou jusqu'à 1 an, et qui étaient intégrés pareil dans des vies locales, donc soit pour faire professeur, soit pour faire on va dire secrétaire général, technicien, enfin vraiment une intégration de vie locale. Et même s'il y a eu des moments durs sur des périodes assez longues, le bilan était toujours positif et ils étaient contents de l'avoir fait, et ça m'a donné envie de partir à l'étranger et de découvrir quelque chose en même temps en travaillant, en ayant une occupation tous les jours. Donc c'est par le bouche à oreille, en voyant des exemples autour, je me suis dit tiens, ce serait bien de faire comme eux. Et puis après j'ai rencontré Margot et au final on s'est retrouvés là-dessus, sur ce choix de vie, et en même temps dans notre vie on va dire le mariage et la mission arrivaient en même temps. Juste après on se mariait, on partait après, donc c'était un bon planning. Ouais, c'est pas qu'un projet professionnel, c'est aussi un projet personnel. Donc ça c'est assez sympa de se dire qu'on arrive à allier les deux, ce qui est quand même franchement très rare
Tout à fait. On a du mal à se dire tiens, je me marie et je change de poste juste après. Bon, c'est déjà un peu moins glamour. Là, c'est je me marie puis je change de vie, je change de pays, je change de maison, je change de langue, de monnaie. Donc c'est assez sympa comme idée. Enfin, on se dit que ça fera des belles histoires à raconter à nos petits-enfants. Et alors William, tu parlais de bilan. Alors c'est peut-être un peu tôt pour vous parce que vous en êtes qu'à la moitié du processus. Mais qu'est-ce que vous tirez déjà comme leçon de vos 7 mois passés en Algérie? Est-ce qu'il y a des choses, donc tu disais, c'est Margot, que vous lisiez, non c'est William, que vous lisiez beaucoup, que vous cultiviez, que vous affrontiez du coup le quotidien algérois qui avec tous ses points positifs et ses aspects plus complexes. Qu'est-ce que pour l'instant vous retenez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait changer un peu votre vision? Voilà, est-ce que vous avez déjà changé votre fusil d'épaule sur certains sujets? Sur certains sujets, nous avons changé notre fusil d'épaule où on s'est plus affirmé. Déjà, le bilan va porter, je pense, sur 2 choses. C'est qu'avant que l'on parte, on n'était pas intégré dans des associations en France. On ne faisait pas partie d'associations. Et après avoir vécu, juste 6 mois, mais encore autre 6 mois, et après avoir vécu dans des associations locales et avoir été accueilli dans des associations locales dans tout le pays, donc avoir ce système de relais, clairement ça donne envie, et on va le faire en France, de s'intégrer dans la vie locale associative. Ça, on cherchera pour trouver quelque chose pour refaire la même chose que nous, on a entre guillemets profité ici, et ça donne complètement envie de faire l'inverse. Après, il reste à trouver le sujet. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Moi, par exemple, je me suis trouvé que j'aimais bien donner des formations, des cours. Donc, les cours ou les formations que je donnais sont très variés, mais bon, en face, j'ai eu la chance d'avoir un public qui est attentionné, donc résultat, ça aide. Donc, pourquoi pas donner des cours, des formations? Ça, c'est quelque chose qui me plairait, peu importe le niveau d'études que ce serait. Et aussi, je pense que Margot continuera dessus, mais un des chocs culturels qu'on a eu, c'est malheureusement sur les déchets énormément présents en Algérie, et qu'on a vu à l'échelle du pays partout. Et les déchets c'est une chose, mais ce sera aussi le plastique traînant ambiant qui est vraiment récurrent dans tout le pays. Et, moi personnellement, j'étais écologiste, mais j'ai toujours fait attention. J'ai toujours trié, j'ai jamais gâché, j'ai toujours réutilisé. C'était le do it yourself. J'étais pas dans des consommations uniques et achetées, mais là, le fait de voir du plastique déborder dans tous les sens, ça m'a fait prendre conscience qu'on en utilisait beaucoup trop à l'échelle de la planète, et pour des choses vraiment futiles, avec du suremballage dans tous les sens. Donc en effet, là ça devient, on est en train de, entre guillemets, devenir anti-plastique. Voilà, Marco va, je pense, reprendre là-dessus. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que cette année, elle nous permet de se réinventer un peu professionnellement, de savoir où on veut aller, mais ça va changer aussi surtout nos modes de vie. Et j'espère à terme nous faire qu'on soit plus en phase avec nous-mêmes, avec ce qu'on croit vraiment. Donc un investissement associatif, un changement de consommation et de protection de la planète, c'est vrai que ça nous tient beaucoup plus à cœur maintenant qu'on a découvert les vrais enjeux qu'avant. Donc c'est vrai qu'un changement de vie qui au départ devait être que professionnel va devenir révélateur de beaucoup de choses pour nous qui étaient inconscientisées avant et qui maintenant on va conscientiser et qui va nous faire vraiment changer, je pense, notre vie à Paris, du moins en France. Donc ça c'est super enrichissant, et en plus de le vivre à deux, on se sent pas tout seul, on se sent vraiment en phase, et ça va changer clairement notre rythme de vie. Un investissement associatif, ça peut être le soir en semaine, ça peut être le week-end, donc c'est aussi de la charge en plus, mais ça peut être un enrichissement en plus, hein. C'est pas une contrainte, au contraire. Et puis le mode de vie de consommation, ça c'est sûr que c'est au quotidien, et c'est aussi ce qu'on va rapporter en Europe, de dire voilà, le mode de vie qu'on a, il est intenable, donc il y a des vrais bénéfices en fait à cette venue en Algérie.
pour nous au quotidien, ça va changer vraiment quelque chose. Est-ce que notre pouvoir d'achat, entre guillemets, en Algérie a été divisé par 15, enfin quelque chose comme ça? Nous sommes au SMIC algérien, enfin, je ne connais pas les échelles, mais le SMIC algérien, c'est, on va dire, 100 € par mois. Donc on a chacun 100 €. Donc c'est pour ça qu'en début, nous parlions d'intégration dans la vie locale. En effet, nous sommes au même niveau de vie que les Algériens. Donc nous subissons, comme pour eux, le prix de la viande, les inflations importantes qu'il peut y avoir sur des produits naturels du fait de X ou Y raison à l'échelle d'une année. Donc résultat, notre consommation forcément s'est adaptée. Et bien sûr, on n'a pas pu faire donc on va dire que la consommation de nourriture s'est adaptée et on n'a pas pu consommer des produits durant cette année. Avec juste 100 € par mois, pas de shopping de vêtements, pas d'achat d'électronique, pas de entre guillemets, pas de tout ceci. Et au final, on en a, pour le moment, le manque s'en est pas ressenti. Bon, il y a des magasins, il y a tout ce qu'il faut, hein, donc c'est entre guillemets, on pourrait avoir. On n'a pas subi cette tentation. Donc lorsqu'on va revenir, voilà, on s'est dit, on a vécu pendant un an sans acheter. On va continuer dans cette lancée en rentrant. Finalement, vous n'avez même pas senti trop frustré de ne pas pouvoir acheter tout un tas de choses que vous achetiez? Voilà, on s'est pas du tout senti frustré de ne pas acheter. Ça nous rend pas plus malheureux en tout cas de ne pas acheter, et ça nous rend peut-être même plus heureux parce qu'on se concentre vraiment sur ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire forcément la relation de notre couple, mais aussi sur le temps de qualité qu'on passe à faire des randonnées, à se balader dans le pays, à visiter, à rencontrer des gens. Et c'est vrai que ça nous fait vraiment relativiser notre mode de vie précédent et ça va nous faire changer notre mode de vie futur, ça c'est sûr. Après, vivre avec 100 € par mois par personne à Paris, on sait que c'est impossible. C'est pour ça qu'on retrouvera, j'espère, un niveau de vie décent. Mais c'est sûr que la recherche d'argent, c'est sûr, n'est pas a priori un objectif absolu. D'accord. Est-ce que ça l'a déjà été une fois dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà pensé c'est nécessaire que je gagne X? Moi, un moment, ça l'a été quand j'étais en école de commerce où on nous le rabâchait toute la journée à longueur d'heures de cours. Et c'est vrai que quand on n'a pas assez de recul, qu'on n'a jamais vécu en entreprise, qu'on ne sait pas ce que c'est, que travailler de 6h à 22h tous les jours, on s'en rendait pas compte et du coup, oui, ça l'était. Mais voilà, nous, on est revenus sur Terre très très vite en se disant que ça faisait pas le bonheur, clairement pas. C'est important d'avoir de l'argent pour vivre dignement, donner une éducation à ses enfants, avoir un appartement dans lequel on se sent bien, c'est pour le bien-être au quotidien, mais c'est clairement pas une recherche absolue et ça l'aurait été, on serait jamais venu en Algérie. Donc ça, il faut le savoir, une expérience pareille, c'est aussi se détacher de ce qui initialement nous devait peut-être nous tenir à cœur et qui n'était pas fondamental à notre bonheur et à notre épanouissement personnel, ça c'est sûr. T'es d'accord avec ça, William? Oui, tout à fait. La recherche entre guillemets, de gagner un maximum n'a jamais été mon objectif. J'ai plutôt privilégié d'essayer d'avoir un équilibre de vie personnelle, professionnelle, ce que je souhaite faire. Bon, même si mon rythme de professionnel était assez intense la semaine, j'arrivais à le canaliser suffisamment pour toujours continuer des activités sportives, toujours avoir des activités à deux ou avec mes amis, ma famille. Donc je privilégiais vraiment aussi cette liberté d'essayer de pouvoir organiser mes activités et que mon travail me permettait aussi d'avoir un peu cette liberté. Donc en effet, la recherche du bien permanent n'a jamais été un de mes objectifs. C'est plutôt déjà bien faire son travail et avoir aussi une vie personnelle et avec les amis, la famille et maintenant ma femme riche. C'est déjà des bons objectifs. C'est vrai. Est-ce qu'on peut rapidement parler de votre couple? Qu'est-ce que ça a changé dans votre couple? Ça a changé beaucoup de choses, ne serait-ce que parce qu'à Paris, on était un couple parmi une société qu'on connaissait, c'est-à-dire une famille, des amis, des relations au travail. Là, on est un couple parfois un peu tout seul. Notre famille est franchement loin, nos amis aussi, on les voit rarement.
Donc c'est vrai que le recentrage sur le couple, il est très fort. Il est même parfois trop fort quand on n'a personne d'autre à qui parler et qu'on commence à tourner un peu en rond sur les sujets de conversation. D'ailleurs, on a des exemples autour de nous de couples qui ne survivent pas à cette expérience à l'étranger, seuls, dans un cadre de vie beaucoup plus modeste que ce qu'on peut connaître en France. Mais pour nous, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on a été très clair dès le début, c'est qu'il fallait qu'on ait chacun des activités séparées, donc on ne travaille pas dans les mêmes associations la journée, donc ça c'est quand même vraiment vital. Pour au moins avoir cette bulle d'air sans l'autre. Ça nous a permis aussi de nous recentrer sur les activités qu'on pouvait faire avec donc, le peu de moyens qu'on a, mais du coup c'est des activités où on parle beaucoup plus, on échange beaucoup plus, donc des balades, des voyages, des lectures communes. Ça c'est assez intéressant. Et puis le temps qu'on a ici nous permet beaucoup plus de réfléchir à ce qu'on veut faire de notre couple. Voilà, c'est que la première année de mariage, donc c'est réfléchir à ce qu'on veut faire de notre vie à deux. Et ça c'est un luxe que j'espère que la plupart des couples pourront un jour avoir, parce que c'est vraiment essentiel. Je pense qu'une année de mariage et enchaîner tout de suite, un mariage et enchaîner tout de suite sur une vie professionnelle démente ne permet pas forcément toujours de se poser les bonnes questions, parce qu'on n'a juste pas le temps. Et en fait, c'est là où on se rend compte que la vraie richesse, en tout cas pour nous cette année, c'est pas l'argent, c'est le temps, clairement. On n'avait pas à Paris, absolument pas. Ok. Oui, et on continue à le voir avec nos amis qui ont continué leur vie à Paris aussi. C'est que nous, on s'est un peu mis en mode pause, peut-être pas pause, mais mode ralenti pendant un an par rapport à tous nos amis parisiens ou d'autres villes de France. Donc par internet, donc on est toujours dans les mêmes groupes de conversation et tout, comme tout le monde, et on voit vraiment que eux sont toujours pris dans ce rythme-là, plus ou moins effréné, avec les mêmes entre guillemets les mêmes plaintes que nous on avait quand on travaillait et qu'on était sur ce rythme-là. On a toujours les mêmes plaintes, c'est toujours on n'a pas le temps, le travail me prend entre la tête, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire ça, ou j'ai trop de choses à faire, les semaines je les vois plus passer, les mêmes, entre guillemets, la même rengaine. Et là, ça a complètement changé, parce que nous, cette rengaine, on l'a plus du tout. Et ça, c'est très agréable. Et résultat, moi, tout ce que j'espère, c'est que nos amis ou familles arriveront à un moment peut-être à se poser, peut-être pas un an, c'est beaucoup un an, mais pour toujours agréable de se faire une pause pour se faire un bilan et s'aérer l'esprit. Voilà. Okay. Et on arrive à la fin du podcast. Je vais chacun vous poser une dernière question finalement. Quel serait chacun votre conseil pour les auditeurs qui se posent des questions sur leur métier, quel que soit leur parcours, quel que soit le processus qu'ils vont suivre, quelle que soit leur vie maritale ou pas? Quel serait chacun votre conseil? Un seul conseil. Moi, le conseil que je donne, c'est de réellement se poser la question: est-ce que ce que je fais au quotidien dans mon travail me rend heureux, et est-ce que mon quotidien au travail est en cohérence avec mes réelles convictions, qu'elles soient convictions sociales, environnementales, relationnelles. Et je pense que s'ils se posent la question de cette harmonie entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, peut-être que ça révélera beaucoup de choses. Ok, merci. Alors pour moi, je vais aller un peu plus loin que Margot, mais après je pourrais peut-être donner un deuxième conseil. C'est plus que le travail, on peut aussi se trouver une deuxième activité. Ne pas non plus que se centrer sur le travail. On peut avoir aussi un travail qu'on aime plus ou moins, mais qui nous permet d'avoir du temps aussi à côté. C'est intéressant pour s'investir de façon personnelle, soit dans sa vie locale, dans une association, dans aider sa famille aussi. Je veux dire, le travail n'est qu'un élément. Si en plus on arrive dans notre travail à sauver le monde, c'est magnifique, mais le travail n'est qu'une seule chose, et si en plus on arrive à trouver une activité qui est en rapport avec nos convictions, c'est très bien. Mais alors, pour arriver à savoir ceci, je pense qu'il faut arriver à
à faire une petite pause dans sa vie de minimum une semaine, jusqu'à 2 semaines dans un endroit où on peut être un peu isolé ou seul, afin de se poser les bonnes questions. On va pas s'ennuyer si on est pendant 2 semaines tout seul. Il y a des lieux qui existent où on va être un peu accompagné, mais se retrouver avec soi-même, et même si on s'ennuie pendant 3 jours, au bout du 4e jour, on va se dire bon bah ça j'aime vraiment, ça j'aime pas, ce serait bien que je fasse ceci, et après en profiter pour faire un petit bilan et commencer ou recommencer quelque chose. Ok, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite plein de bonheur pour les 5 mois qui vous restent à Alger. Et je vous dis à très vite. Merci. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous n'avez pas trop souffert avec l'effet d'écho. Promis, je ferai super attention la prochaine fois à l'environnement dans lequel j'enregistre. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast des Heureux Anonymes sur iTunes ou YouTube et suivre son actualité sur Instagram sous l'identifiant Les Heureux Anonymes tout attaché. Dans tous les cas, si vous appréciez ma chaîne, le meilleur moyen de me soutenir est de me laisser un commentaire 5 étoiles et de la recommander à votre entourage. À très vite pour un nouvel épisode.